mes études universitaires, je me suis spécialisé en sciences politiques, ce qui impliquait la rédaction de nombreuses dissertations. En général, un étudiant suit un processus similaire pour écrire une dissertation. Il étale son travail sur plusieurs jours, avec parfois des débuts lents mais progressifs. Vous voyez ce que je veux dire. Il peut commencer doucement, puis rédiger un peu plus chaque jour jusqu'à la fin. À la fin, tout est terminé et tout le monde reste calme. Et bien sûr, j'aimerais suivre ce processus. Ce serait l'idéal. Tout serait bien organisé, mais la réalité est souvent différente. Et cela se produit à chaque fois que j'ai une dissertation à rendre. Puis est venue ma thèse de dernière année, une bête de 90 pages sur laquelle je devais travailler pendant 1 an. Je savais que mon rythme habituel ne serait pas viable pour un tel projet. Alors, j'ai élaboré un plan détaillé. Je me suis fixé des objectifs pour chaque phase de l'année. Je prévoyais de démarrer doucement, d'augmenter mon rythme au fil des mois et de donner un dernier coup d'accélérateur vers la fin. C'était comme gravir un escalier, facile, non, où était la difficulté? Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il y a eu quelques imprévus. Les premiers mois sont passés sans que je puisse vraiment avancer sur ma thèse. Alors, j'ai dû revoir mon plan en profondeur. Mais même lorsque j'ai ajusté mon plan, les mois suivants sont passés sans progrès significatif. J'ai réalisé que j'avais encore une montagne de travail devant moi et le temps se faisait de plus en plus court. 2 mois se sont rapidement transformés en 2 semaines. Et un jour, je me suis réveillé avec seulement 3 jours avant la date limite, sans avoir écrit un mot. Donc, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai écrit 90 pages en 72 heures, avec 2 nuits blanches. Les humains ne sont clairement pas faits pour passer 2 nuits blanches d'affilée. J'ai couru à travers le campus, presque en ralenti, et j'ai remis ma dissertation juste à temps. Je pensais que c'était la fin de tout cela, mais une semaine plus tard, l'université m'a appelé. Et devinez quoi? Ils ont dit, Team Urban? Et j'ai répondu, oui. Ils ont dit, nous devons discuter de votre thèse. Ok. Et ils ont ajouté, c'est la meilleure thèse que nous ayons jamais lue. Ce n'était pas vrai. C'était en fait une très mauvaise thèse. Je voulais simplement savourer ce moment unique. Où vous pensiez tous que j'étais fantastique. Non, c'était vraiment une très mauvaise thèse. Aujourd'hui, je tiens un blog. Je suis l'auteur du blog Webutwhy. Il y a quelques années, j'ai décidé d'écrire sur la procrastination. Mon comportement a toujours déconcerté les personnes qui ne procrastinent pas. Je voulais expliquer aux non-procrastinateurs pourquoi nous agissons ainsi. J'avais une hypothèse selon laquelle le cerveau des procrastinateurs est différent. Pour le vérifier, j'ai fait scanner mon cerveau et celui d'un non-procrastinateur. Je vais vous montrer les résultats aujourd'hui. Je vous prie d'observer attentivement pour identifier les différences. Je sais que ce n'est pas évident pour les non-experts en neurologie, mais essayez. Voici le cerveau d'un non-procrastinateur. Et voici mon cerveau. Vous voyez la différence? Les deux cerveaux ont un décideur rationnel, mais le cerveau du procrastinateur a aussi un singe de gratification instantanée. Qu'est-ce que cela signifie pour le procrastinateur? Cela signifie que tout va bien jusqu'à ce que le singe intervienne. Le moment parfait pour travailler un peu, non. Le décideur rationnel veut faire quelque chose de productif, mais le singe préfère des activités plus faciles et amusantes. Il prend souvent le contrôle, nous entraînant dans des distractions. Il nous détourne du travail productif vers des activités futiles. Qu'est-ce qui se passe alors? Le singe n'est pas le meilleur conducteur. Il vit dans l'instant présent, sans se soucier du futur. Son seul objectif est le plaisir immédiat. Dans le monde animal, c'est une stratégie efficace, mais pour nous, humains, c'est problématique. Nous vivons dans une société complexe où la procrastination peut avoir des conséquences néfastes. C'est là que le décideur rationnel entre en jeu. Il nous permet de prendre des décisions basées sur la raison, même si elles sont difficiles. Il nous aide à voir au-delà du moment présent et à envisager le futur. Il veut que nous prenions des décisions logiques, même si elles ne sont pas toujours plaisantes. Parfois, il est logique de faire des choses agréables et faciles, mais d'autres fois, il est plus sage de faire face aux défis. C'est là que le conflit surgit. Pour le procrastinateur, ce conflit se termine souvent dans le terrain de jeu obscur. C'est un endroit confortable mais non productif, où règne la procrastination. Le terrain de jeu obscur peut devenir une prison pour ceux qui procrastinent. C'est là que le monstre panique intervient. Il se réveille lorsque la situation devient critique, nous poussant à agir. Il nous incite à sortir du terrain de jeu obscur pour accomplir des tâches importantes. C'est ainsi que le système du procrastinateur fonctionne. Dans certains cas, cela peut sembler efficace, mais à long terme, cela peut être destructeur. Comment passer du terrain de jeu obscur à une zone plus productive? C'est là que le monstre panique intervient.
Il nous rappelle l'urgence d'agir lorsque le singe nous entraîne dans la procrastination. C'est un allié précieux pour surmonter la procrastination à long terme. Le monstre panique est notre dernier recours lorsque la procrastination menace de nous submerger. C'était le cas lorsque j'ai été contacté par TED pour donner une conférence. J'ai accepté, bien sûr, mais la réalité a rapidement rattrapé mes ambitions. J'ai dû jongler entre mon excitation et la nécessité de me concentrer sur la tâche à accomplir. Le décideur rationnel tentait de me ramener à la réalité, mais le singe trouvait toujours des distractions. Cela a entraîné des situations loufoques, comme passer des heures à explorer Google Earth. Finalement, sous la pression, le décideur rationnel a pris le contrôle et j'ai pu me concentrer sur ma tâche. Mais cela a été un rappel brutal de la lutte constante entre la raison et la procrastination. Le monstre panique peut sembler effrayant, mais il est souvent notre seul espoir de surmonter la procrastination et d'accomplir des tâches importantes. Le monstre panique explique en grande partie les comportements irrationnels liés à la procrastination. Il est crucial pour maintenir un équilibre entre plaisir immédiat et responsabilité à long terme. C'est ainsi que fonctionne le système du procrastinateur, une lutte constante entre la raison et l'impulsion. Ce n'est peut-être pas idéal, mais cela fonctionne. C'est pourquoi j'ai décidé d'écrire sur la procrastination sur mon blog il y a quelques années. Je n'aurais jamais imaginé la réponse massive que j'ai reçue. Des milliers de personnes du monde entier, de tous horizons, ont partagé leur expérience de la procrastination. Ils ont tous rencontré les mêmes difficultés que moi, mais ce qui m'a frappé, c'est la détresse exprimée dans leurs messages. Ils étaient frustrés par l'impact de la procrastination sur leur vie. J'ai réalisé que la procrastination peut être plus qu'une simple mauvaise habitude. Elle peut nous empêcher de réaliser notre plein potentiel. Il existe deux types de procrastination, celle à court terme, liée aux échéances, et celle à long terme, qui affecte notre vie quotidienne. La procrastination à long terme est souvent plus insidieuse et peut avoir des conséquences dévastatrices sur notre bien-être. Il est essentiel de reconnaître nos propres tendances à procrastiner et de trouver des moyens de les surmonter. C'est un défi que nous devons tous relever. Il n'y a pas beaucoup de temps à perdre, alors commençons dès maintenant. Enfin, peut-être pas aujourd'hui. À bientôt. Merci.